Oui, je voudrais reprendre un peu cette thèse de Jean Baudrillard, vous savez, sur le côté spectaculaire, enfin, qui reprend en partie d'ailleurs des étudiants de Strasbourg, enfin, vous voyez, sur des situationnistes, enfin, mais le côté spectaculaire, quoi. Bon. De la politique mondiale, moi je dirais, et vous savez que sa fameuse histoire de la terre, enfin la guerre du Golfe n'a pas eu lieu, hein, sur le modèle de la pièce de théâtre à propos de la guerre de Troie n'aura pas lieu. Et moi, ce que je crois, c'est que non seulement, en réalité, alors c'est là où je voudrais déborder le modèle, c'est-à-dire que c'est pas seulement c'est pas une spécularité générale, abstraite, une espèce comme ça de phénomène humain qui nous. C'est bien l'effet d'une politique, on va dire, de grandes puissances à l'époque, qui se partagent un petit peu ce spectacle, comme good cop, bad cop, et qui ensemble produisent une guerre froide, qui est en fait une absence de guerre, effectivement, mais qui est surtout une peur, le maintien d'une peur. Vous voyez. Et moi, je crois que le maintien de cette peur a été stratégiquement utilisé par les politiques, bien sûr, aussi bien du côté russe que du côté américain, pour produire un monde qui aujourd'hui, évidemment, a des difficultés, notamment essentiellement avec la croissance économique et la puissance économique des pays d'Asie du Sud-Est, mais aussi avec la croissance démographique monstrueuse et avec les effets sur l'écologie, avec la limitation prochaine des ressources pétrolières. Donc on a une espèce comme ça d'approche de zone de crise et d'une certaine façon, si on retourne en quelque sorte à la thématique de la guerre froide, c'est aussi parce que en tout cas du danger de la guerre, avec notamment ce clown qui est évidemment Kim Jong-un, enfin Kim Jong-un et pas deux, et bon. Et puis de l'autre côté Trump qui je dirais répète sous forme de comédie grotesque ce qui était déjà grotesque avant, quand on voyait Khrouchtchev, Crocro, comme dit Alexandre Zinoviev, taper sur la table à l'ONU pour dire qu'il n'accepterait pas et que les Américains courent un grand risque de déclencher la guerre nucléaire en refusant les missiles soviétiques à Cuba, enfin, des choses comme ça. Bon, moi je crois qu'il n'y a jamais eu de vrai. Il y a eu peut-être des risques accidentels, mais c'est un petit peu ce que reflète le magnifique film de Dr. Strangelove, enfin Dr. Folamour de Stanley Kubrick, dont le sous-titre était comment est-ce que j'ai appris à ne pas m'en faire et à aimer la bombe, qui traite effectivement d'une sorte d'accident de la part d'un général paranoïaque qui fait fermer sa base et en fait rend irréversible, verrouille d'une certaine façon la lancée des bombardiers américains sur la Russie avec une sorte d'assurance de la guerre mondiale. Oui, même s'il y a le téléphone rouge, même si, etc. Moi, je pense que Kubrick a fait partie, d'une certaine façon, sans le savoir, et avec beaucoup de créativité, d'une intoxication générale. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de véritable risque de guerre mondiale, sauf peut-être tout au début avec MacArthur, effectivement, quand les Russes n'avaient pas encore la bombe et que les Américains étaient les seuls à l'avoir, et qu'ils auraient voulu bien nucléariser les communistes. Mais ça où il y a eu de risque qui a d'ailleurs été évacué par les créateurs de la bombe thermonucléaire américaine eux-mêmes, qui ont transféré les plans aux soviétiques, de façon à ce que précisément créer un équilibre de la terreur. Mais cet équilibre de la terreur n'est pas là où on pense. L'équilibre de la terreur n'est pas dans la terreur mutuelle des militaires se faisant peur les uns les autres, mais dans la peur infligée à l'ensemble des peuples du monde entier, baissant la tête, courbant la tête, courbant les chines devant la dictature politique, disons, de ce qu'on peut appeler l'Empire ou la Pax Americana. Moi, je crois que la Pax Americana, c'est ça. C'est du bluff. C'est du bluff sur toute la lignée. Il n'y a jamais eu de véritable. C'est pas vrai. Il y a eu. Par contre, moi, ce que je crois, c'est qu'ils ont mis pied sur la lune. Ce que je veux dire par là, et je crois aussi qu'il n'y a pas eu de complot extraordinaire pour faire croire que les tours de Manhattan en 2001 étaient l'effet d'une attaque terroriste. Parce que cette attaque terroriste a réellement eu. Mais bon, s'il y a eu de la manipulation, c'est à l'extérieur. C'est plutôt sur ce qui aurait poussé des jeunes gens en Arabie Saoudite très américanisés d'ailleurs, à faire cette provocation, etc. Cela dit, moi ce que je crois, parce que pour dire que je ne suis pas conspirationniste, donc je montre des exemples, n'est-ce pas, classiques de conspirationnisme pour lesquels je ne suis pas du tout la théorie conspirationniste.
En revanche, je pense que le conspirationnisme n'est pas là où on pense, il est plutôt pour empêcher quelque chose que pour faire quelque chose, et notamment il a existé, je dirais, d'un commun accord tacite entre les Russes et les Américains pour précisément gérer le monde en quelque sorte à deux, dans cette espèce de peur, de peur généralisée. Attention, retenez-moi parce que sinon je vais leur sauter dessus à ces Ruskov et les Ruskov, etc. Or, en réalité, ce sont des blancs chrétiens, c'est l'empire byzantin et l'empire romain, si vous voulez, en gros, qui sont tout de même très alliés, très liés. Enfin, l'empire, vous voyez, de l'Ouest, l'empire de l'Est, mais c'est tout de même des blancs chrétiens qui, effectivement, essaient de maintenir leur hégémonie par une espèce de jeu à deux, dans lequel l'un serait soi-disant, vous voyez, en rage contre l'autre et l'autre en rage contre l'un. En réalité, tout ça, c'est de pure connivence. Il y a toute une espèce comme ça, ensuite, de mystique, vous savez, de l'espionnage, je sais pas quoi, la guerre froide. Mais la guerre froide, c'était pas la guerre, tout simplement. Il y avait effectivement peut-être des petites choses ici ou là. Il y avait certainement des guerrounettes, y compris le Vietnam, qui est une guerrounette. Bon, c'est une guerre terrible, hein, mais c'est quand même une guerrounette. C'est-à-dire que c'est terrible au sens où il y a eu beaucoup de morts, où il y a eu des destructions massives, où il y a eu des bombardements intenses, où il y a eu des intoxications et des pollutions intentionnelles de la part des Américains, etc. Et puis ça a largement débordé le Vietnam, puisque la plaine des Jars, qui est encore aujourd'hui bourrée d'obus, je dirais, bon, ils n'ont pas explosé ou qui ont explosé. Bon, je veux dire, bon, c'est justement pas au Vietnam. Enfin, si vous voulez, pour moi, le monde est tenu par la peur, et c'est effectivement c'est une comédie, tant que ça n'explose pas. Quand ça explose un peu, ça devient des tragédies, mais locales ou régionales, mais notamment dans les pays arabes où au fond il y a une espèce comme ça d'exaspération des peuples qui retrouvent des espèces de motions de guerre intertribale, etc. Mais qui peuvent avoir des fonctions aussi. Mais là, je crois pas que ce soit si fonctionnel que ça. Par contre, ce qui va être fonctionnel, c'est, là encore une fois, une espèce d'entente sans entente entre les Russes et les Américains. Quand on pense à un truc, une chose très claire, il n'y a jamais eu de guerre ouverte, déclarée, entre les Russes et les Américains. Les Américains ont acheté, je sais pas, le Kachamka, non, pas le Kachamka, excusez-moi, ils se sont pas. Les Américains ont acheté, comme ça, le bout de l'Amérique du Nord qui appartenait aux Russes. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu de guerre ouverte. Donnez-moi un exemple de guerre ouverte directe où les Américains et les Russes se seraient tirés dessus. Il n'y en a pas dans l'histoire. Donc je crois que c'est ça qu'il faut voir. Vous savez, sur le long terme. Il y a beaucoup de Russes qui ont émigré aux États-Unis. La prise de contrôle par la CIA, au fond, du potentiel nucléaire russe, ça n'a pas trop été dit, c'est pas dit encore, mais en gros, il y a eu une prise de contrôle au moment où c'était le plus dangereux. Il y a eu des assassinats qui visaient des gens qui pouvaient avoir des vues faire du chantage à la bombe atomique tactique. Il y a eu plein de trucs comme ça, mais fondamentalement, vous voyez, c'est fou. Vous dire, on connaît très bien la tactique good cop, bad cop. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à comprendre que good cop, bad cop peut ne pas être, consciemment organisé par les flics. C'est-à-dire que vous avez effectivement un mec qui a envie de taper, l'autre qui a plutôt envie de comprendre ou je sais pas quoi, ou de faire parler par la compréhension. Les deux éventuellement peuvent même s'écharper, ils peuvent même se casser la gueule entre eux, flics, vous voyez. À un certain moment donné, d'énervement particulier, de sorte qu'ils ne peuvent pas réellement prendre conscience. Quelquefois, bien sûr qu'ils ont tout à fait conscience. Mais quand c'est trop un jeu qui est trop conscient, ça marche moins. Le vrai jeu de la connivence entre bad cop et good cop, fonctionne vraiment quand il y a une semi-conscience de ça. Correspond au véritable tempérament des gens. C'est exactement pareil. Comment se fait-il que les gens ne sont pas capables? Parce que il y a cette espèce d'idéologie, une sorte de suprématie de la subjectivité solitaire qui fait que, n'est-ce pas, dans la conscience de soi et de l'autre, n'est-ce pas, on est totalement responsable, alors qu'en réalité ça se joue pas comme ça se joue dans l'inconscience, ça se joue dans la semi-conscience, etc. Bon, jusqu'à un certain point, bien sûr que ça peut. De même d'ailleurs l'inverse, c'est-à-dire que la poussée vers la guerre ne va pas être, la poussée vers la guerre va être une chose qui va arriver presque, je dirais, sans qu'on le veuille, c'est-à-dire de façon
il y a une espèce de poussée comme ça qui vient je ne sais, voilà, d'une sorte de phénomène tectonique, de la tectonique des plaques, vous voyez, qui se génère aussi au plan social et politique, et qui fait qu'à un moment donné, la poussée nationale, nationaliste allemande, enfin bon, dans une période à la fois de développement maximal des impérialismes et en même temps de leurs difficultés naissantes et croissantes, etc., avec le retard de l'Allemagne dans l'existence de véritables empires, parce qu'ils ont, quand on dit les empires centraux, c'était pas des empires, ils avaient très peu. Bon, l'Allemagne avait effectivement peut-être le Cameroun à une certaine époque, parce que les Français les avaient laissés s'installer, mais bon, bref, je veux dire, voilà, en tout cas, ce qui est clair, pour moi, c'est que c'est poussé, je dirais, et ces effets en même temps, bon, voilà, qui semblent être l'effet de conscience vraiment organisé et puis politiquement réfléchi, en fait, sont souvent simplement des effets secondaires de situations dans lesquelles les humains veulent en quelque sorte rester ou favoriser leurs intérêts par voilà, par des politiques qui sont effectivement toujours liées à des formes d'agressivité, de puissance, de pouvoir, etc. Bon, ce qui les conduit soit à la guerre, soit à la paix. Mais je veux dire, ça dépend pas d'une certaine façon des décisions de tel ou tel mec à tel moment, ou des positions politiques de tel individu, ou de tel groupe, ou de telle nation même. Vous voyez, ce sont des ensembles qui sont plus parce que c'est tout extraordinaire qu'à chaque fois les historiens nous disent qu'ils comprennent pas pourquoi on a déclenché la guerre. Ils comprennent pas pourquoi finalement la guerre de 14 a été déclenchée. Ils comprennent pas pourquoi. Il y a certaines guerres, on comprend, mais on dit on aurait pu l'éviter, etc. Et puis voilà. Et je crois que d'une certaine façon, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'air de comprendre plus spontanément les effets de paix, comme si c'était l'état naturel. Or non, l'effet de paix n'est pas naturel non plus. Il est aussi l'effet de phénomènes qui a priori ne sont pas nécessairement rationnels, et notamment, à mon avis, la connivence entre les Russes et les Américains. Je ne sais pas, il y a certainement des gens qui parlent de ça, hein, certainement. La façon aussi la façon, je veux dire, tout à fait évidente par laquelle, ce qui est retracé par un film français assez marrant qui s'appelait l'affaire Farewell, je crois, dans lequel on voit que c'est un code sur en fait une trahison de la part de la haute administration des renseignements russes vis-à-vis du régime russe lui-même, pour accélérer en quelque sorte la chute de Gorbatchev et passer à un système libéral. Cette trahison qui passe donc par des renseignements très importants qui sont donnés à la France, mais aussi qui vont être transmis aux États-Unis directement, d'ailleurs pour que le régime français de Mitterrand soit réhabilité aux yeux de Reagan. En réalité, ça serait absolument impensable, vous voyez, de la part, par exemple, des Chinois. On n'imagine pas les Chinois ou même, vous voyez, enfin, bon voilà, oui, trahir globalement leur régime en allant appuyer le gouvernement américain. Je me demande même si ça serait imaginable de la Chine, de l'Inde, probablement davantage à cause de l'anglophonie qui est le cas d'une série d'élites, mais d'un grand nombre d'élites en Inde. Mais cette espèce de trahison presque facile, on pourrait dire, vous voyez, ne s'imagine pas, et on n'a pas pris la dimension de ça. C'est-à-dire que vraiment, il s'agissait tout simplement de la réadhésion de ce pays parti dans la folie révolutionnaire, communiste, c'est-à-dire stupide du point de vue de tout le monde, enfin de beaucoup de gens. Avec effectivement certainement, je veux dire, une dimension étatiste et d'organisation de la solidarité étatique qui est compréhensible dans des pays où la vie je veux dire, des pays où habiter est difficile, et les milieux sont des milieux qui sont inhospitaliers, et où donc une solidarité minimale, je veux dire, même dans un libéralisme théorique, le Canada est un pays où vous avez plus de solidarité étatique que, quoi qu'ils racontent, quoi qu'ils disent, même si c'est officiellement libéral, que dans un pays, le libéralisme n'est pas appliqué de même façon, voilà, tout simplement, il est appliqué, c'est même pas une question de théorie, il est pas plus pro-suédois ou je sais pas quoi, mais bon, à quoi tient le modèle suédois? Ça tient évidemment au fait qu'il fait froid, tout simplement, vous voyez, qu'on peut pas avoir des formes de libéralisme qui sont équivalentes, même si c'est les pays du Nord qui ont inventé un peu cette théorie du libéralisme.
Il y a des formes très... Bon, bref. Tout ça, c'est ce que j'appelle la duplicité. La duplicité, le bluff, l'arnaque, comment dire, l'esbrouf. Et la Pax Americana a été essentiellement, elle n'est pas finie d'ailleurs, un phénomène d'esbrouf. Et d'esbrouf marchant à la peur étant la peur par la population, hein, tout simplement du déclenchement des grosses colères des dieux, si vous voulez. Il y a les dieux américains, il y a les dieux russes, et il faut que tout de même, vous voyez, il n'y ait pas trop de colère de ces dieux, vous voyez que l'ire des dieux soit tout de même limité, voilà, il faut parce que on veut tout de même continuer à vivre tranquillement. Et je crois que cette ire des dieux, revient à chaque fois avec les systèmes d'organisation qui vont avec, c'est-à-dire en fait la mise en scène, vous voyez. Alors ça peut déraper. Mais encore une fois, moi je crois pas trop au dérapage. Je pense pas du tout que la guerre de 14 soit provenue d'une espèce de hasard comme ça qui a fait qu'on ne sait pas pourquoi ça a démarré, parce que c'est évidemment pas le meurtre de l'archiduc François Joseph qui est la véritable cause. Mais si vous voulez, pourquoi l'Allemagne était-elle portée à essayer de revendiquer un impérialisme, enfin des droits impériaux comme les autres pays. Tout ça s'explique, mais en même temps ça allait avec la constitution de la nation allemande, ça allait ensemble, et d'une certaine façon, c'était ça qui était surtout, je dirais, pathologique du point de vue on peut dire de la pathologie au sens médical, si vous voulez, du fonctionnement de ces pays. On constitue la nation d'abord, ensuite on fait l'empire. Mais si vous devez constituer l'empire en même temps que la nation, ça pose des problèmes qui embrouillent tout. Et à ce moment-là, il se peut que vous avez une issue tragique où le problème est résolu, mais à la fois dans des guerres et puis dans des destructions partielles de populations qui sont prises en cible, en objet de la haine, qui est elle-même un effet, en quelque sorte, de la difficulté à produire la nation. Enfin, des choses comme ça. Bon, c'est absolument pas... c'est pas du tout arbitraire, c'est complètement fou de penser une chose pareille, c'est tout à fait en fait c'est programmable, je veux dire, c'est prévisible. Alors les historiens vont toujours dire oui, mais monsieur, vous prévoyez les trucs qui sont réalisés, donc ça n'a aucun sens. Bien sûr que ça n'a aucun sens, mais aussi quand pourtant Hobsbawm, qui est un très très grand théoricien de l'histoire des empires, nous dit, au fond, qu'il comprend pas très bien pourquoi ça a démarré comme ça et comme si. Il donne plein d'explications, hein. Il accumule des indices, des idées, des théories, qui vont dans le sens de la. Mais en réalité, il reste une espèce d'arbitraire qui, à mon avis, implique qu'il n'a pas une véritable théorie une véritable théorie, d'une certaine façon, de la nécessité historique et de la guerre de 14 et de la guerre de 40. Il y a une nécessité historique. Quand je dis nécessité, ça ne veut pas dire qu'il faut ou qu'il fallait le faire. Ça veut dire que ça devait nécessairement tourner comme ça. Et parce que je crois qu'il n'y a rien dans les phénomènes historiques comme ça d'amplitude qui ne se font pas sans un certain degré de nécessité. Voilà. Alors, à partir de là, ce que je veux dire, c'est que le problème pour moi se pose parce que ça continue. Ça continue, c'est-à-dire, alors je ne sais pas si ça va pas rater cette fois-ci. Si finalement il y a des indices, je veux dire quand vous avez ce grotesque Trump et ce grotesque Kim Il-jong, Kim machin numéro 1, qui se bagarrent entre eux et que tout ça c'est une fois par semaine dans les médias, si à qui se gonfle le plus pour savoir quand est-ce qu'on va envoyer la bombe sur l'autre. Bon, c'est évident qu'il y a un risque certainement, mais ce risque est tout à fait modéré malgré les provocations verbales et les provocations physiques. Bon, c'est tout à fait modéré. Il s'agit de faire peur peut-être aux Coréens du Sud et de faire peur aux Chinois. Il s'agit de faire peur aux Chinois, c'est-à-dire de leur dire vous n'allez pas trop loin dans votre succès économique et vous ne transformez pas votre succès économique en volonté d'hégémonie politique, parce que ça, on l'acceptera pas. Et je crois qu'à ce moment-là, le système A3, c'est-à-dire coréen qui provoque, américain qui réplique, russe qui veulent s'interposer en disant attention, faut être un peu modéré, machin, etc. C'est tout un jeu, si vous voulez, c'est un jeu qui a pour but en fait de maintenir le système global, on va dire, tel qu'il est, de l'ordre mondial.
Et moi, je ne vois pas, si vous voulez, à l'heure actuelle, de véritable danger de ce côté-là. Voilà. Je le dis franchement. Bien que ce soit possible, hein, il peut toujours avoir un dérapage, toujours un accident. Mais la thèse de Stanley Kubrick sur l'équivalent, je sais pas, nord-coréen avec Kim Jong machin, pardon, pas un, deux ou un. Bref, on n'y arrive pas. C'est pas grave. Je suis assez horrible. C'est vraiment horrible. Je suis complètement raciste. Enfin, non, je suis pas raciste du tout, mais je veux dire, je fais pas l'effort. Je suis désolé, je fais pas l'effort. D'ailleurs, si le nom de Trump était plus compliqué, je crois que je l'oublierais aussi. Je suis désolé. Et puis c'est vrai que bon, Trump, c'est tout de même dans les langues indo-européennes qui évoquent des choses. Bon, on pense à l'éléphant, qui est en plus le nom de son parti, surnom, enfin, je veux dire, le fétiche de son parti, etc. Bon, et puis que, voilà, enfin, bref, voilà, j'ai essayé d'expliquer, de me justifier, malgré moi, d'une impolitesse flagrante vis-à-vis des pauvres Coréens. C'est horrible, mais bon, voilà, je ferai l'effort la prochaine fois, mais dans la réalité, je n'ai pas de mépris du tout, bien sûr. Mais simplement, bon, gros, je suis un gros paresseux, enfin, voilà, sur ce plan-là. Voilà, petit intermède, pas très intéressant, mais ce que je voulais dire par là, c'est que cette espèce de jeu comme ça, démonstratif, avec qui, ça, les guerres locales peuvent être absolument épouvantables. Enfin, je veux dire, tout l'épisode des guerres du Moyen-Orient, c'est terrible. Je veux dire, pour les gens qui ont vécu ça, des centaines de milliers de morts, de déplacés, d'emprisonnés, c'est monstrueux. Mais en même temps, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de guerre tribale. C'est très clair, c'est une région qui n'en est pas venue au nationalisme. On est toujours comme ça sur la question de la cause fondamentale des conflits du XXIe siècle et du XXe siècle, c'est-à-dire la difficulté d'accéder, que tous les peuples accèdent à un statut tellement comparable, vous voyez, qui puisse se figer ensuite un système de légitimation globale, un système de droit international. Justement, quand on appelle le droit international, quand vous êtes dans des guerres tribales de type secte, si vous voulez, je sais pas quoi, sunnite, de type tel groupe de militaires payés par par l'Arabie Saoudite ou par ce tel groupe ou par tel pays ou par le Qatar, etc. Vous n'êtes pas dans la guerre nationale. Vous êtes dans des guerres tribales. Ou quasi tribales. Les groupes correspondent souvent à des affiliations quasi tribales. Bon, il y a aussi évidemment des affidés, des mecs qui viennent de l'extérieur, etc. Mais en réalité, c'est ça le noyau est tribal. Bon. Ça veut dire simplement que ces sociétés-là ne sont pas parvenues au stade national. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Et que dès qu'il y a un problème, ça se désagrège et que les accords Pico-Sykes ou n'importe quel accord réalisé sur le dos d'ailleurs impérialement sur le dos des peuples de cette région ont fixé des règles qui sont toujours pas. On voit bien qu'aujourd'hui la présidence de la Syrie correspond à un relativement petit groupe qui n'a plus du tout qui ne peut plus, en gros, faire l'hégémonie, si ce n'est à cause des parrains, comme on les appelle. C'est tout de même assez bizarre d'utiliser ce mot-là, des parrains, c'est-à-dire en fait des trois pays, Turquie, Iran et Russie, qui sont les pays de l'hégémonie locale, avec une hégémonie relativement plus grande des Russes sur cette région, qui est évidemment acceptée aujourd'hui par les Américains. Elle est absolument acceptée. On n'a pas envie de se mettre sur le dos la gestion de ces trucs-là. En plus, l'enjeu du pétrole diminue. Il diminue, il se déplace, il se transforme, et voilà, on ne peut plus accepter qu'au nom du pétrole, on laisse se faire n'importe quoi. Mais on accepte très bien que les Russes fassent la loi, en gros. Vous voyez, on gueule aussi contre les Iraniens parce qu'on n'aime pas leur préparation de la bombe atomique, mais en réalité, c'est tout de même des Blancs. Ils ne sont pas chrétiens, mais c'est tout de même des Blancs. Enfin, je veux dire, c'est comme on dit, des Caucasiens, voilà. Alors, il y a tout cet arrière-plan aussi, à la fois raciste, qui est encore là absolument, et puis qui est culturel, hein. On en est évidemment à Huntington, mais c'est pas complètement faux. Le chiisme est tout de même beaucoup plus proche, finalement, du christianisme que l'islam sunnite, beaucoup plus. Et puis surtout, c'est retourné contre l'intérieur, puisque le chiisme est un schisme, c'est-à-dire c'était vraiment une critique puisqu'il ne faut pas oublier que pour les chiites, les assassins de leurs héros de la descendance directe de Mahomet sont précisément les sunnites. Donc, vous voyez, il y a là une espèce de révolution intérieure, et ce qui fait d'ailleurs qu'on pourrait dire que les sunnites ont raison d'une certaine façon de considérer que les chiites ne sont pas des musulmans. Voilà. Alors là, je veux dire, c'est une bagarre éternelle, infernale, qui n'a pas de finale, qui ne peut pas se terminer, sauf par des paix armées ou éventuellement par des massacres, mais
D'autant qu'en plus, les lieux sacrés de l'islam chiite se trouvent en Irak, à Karbala, etc. On a là quelque chose de complètement fou, enfin, mais qui est comme ça, c'est pas autrement. Bon, probablement qu'effectivement, il y avait des régions qui étaient vouées en quelque sorte au désordre et vouées par conséquent au contrôle par les puissances extérieures, et qu'effectivement ce soit les trois puissances régionales qui finissent par empêcher la guerre, par l'étouffer, alors que les Américains qui s'appuyaient sur les Saoudiens, qui avaient tout de même tendance à foutre la merde, y compris sur le Qatar, bon, je veux dire, voilà, ils ont renoncé, derrière les grandes gueulantes de Trump, il y a en fait, une acceptation que la paix dans cette région, qui est tout de même nécessaire finalement pour l'ordre mondial, qu'on n'ait pas à s'en préoccuper, on n'a pas envie de se battre sur plusieurs fronts à la fois, soit réglée par les Russes, parce que les Russes, c'est tout de même des frères. On le dit pas, c'est les bad cops, on les critique tout le temps, on les soupçonne d'être encore à moitié communistes, notamment à travers le KGB et à travers, je veux dire, Poutine qui est un ex du KGB. Bon, mais en même temps, au fond, on sait qu'il n'y aura jamais de guerre entre les Russies et les États-Unis. C'est tout de même ça qu'il faut dire. Je veux dire, vous voyez, comprenez, on a vécu avec cette idée de la guerre froide, comme si c'était une guerre, bien qu'elle soit froide, mais on n'arrive pas à se ressaisir du fait historique patent qu'il n'y a jamais eu de guerre entre les Russes et les Américains. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Et il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Et c'est là où on peut reprendre Jean Baudrillard d'une autre façon, vous voyez, en essayant de le dire d'une façon plus explicite et plus, vous voyez, moins comment dire, intellectuelle, justement, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire moins édulque, moins, vous voyez, moins, je sais pas quoi, abstraite ou, je sais pas, ou romantique, ou, vous voyez, c'est pas une phrase comme ça qu'on, c'est vrai, il y a jamais eu de guerre et il n'y en aura pas. Et le jeu good cop, bad cop, c'est-à-dire bon flic, mauvais flic, celui qui tape sur la tête, etc., et celui qui est très doux, vous voyez, c'est consubstantiel d'une espèce d'alliance entre, je dirais, les deux composantes de la société occidentale blanche et chrétienne, c'est-à-dire l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Et ça dure depuis Byzance. Et ça dure depuis... les Russes sont les héritiers, évidemment, de Byzance. Leur langue est très évidemment matinée de grec. Les Slaves ont effectivement servi beaucoup d'affidés. Enfin, on fait les troupes qui ont défendu Byzance jusqu'au dernier moment. Voilà. Et après la Russie moderne, qui est une émanation tout de même de l'Occident, hein, d'un type qui avait pratiquement jamais vécu en Russie sauf sa jeunesse, qui s'appelait Lénine, et qui était beaucoup plutôt était en Suisse, était en Allemagne, etc. Et en France aussi, hein, rue Marie-Rose. Voilà, dans des élites internationales qui étaient beaucoup des élites qui vivaient essentiellement en Europe occidentale. Bon, ce communisme-là, qui a été suivi, qui vient d'idées marxistes, Marx étant certainement beaucoup plus subtil que Lénine, d'ailleurs, quant à l'analyse, et qui était un londonien lui-même, on pourrait dire, vous voyez, etc. Donc on a là, en fait, que des espèces de stéréotypes extérieurs où on prend à argent comptant, et surtout dans l'histoire, a posteriori, 100 ans après, on recommence les mêmes idées imbéciles qui sont les idées fausses ou les idées de bluff, vous voyez, qui sortent de la période elle-même. On va retenir la guerre froide, on va retenir, je sais pas, les 30 glorieuses, on va retenir comme ça des expressions qui sont toutes faites, mais qui ne correspondent absolument pas à des réalités. Il n'y a pas de 30 glorieuses, c'est absurde. Et mais je veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais je pourrais le démontrer un autre jour. Il n'y a pas de 30 glorieuses. C'est pas vrai, c'est rien. Bon, il n'y a pas non plus de guerre froide. Ces catégories qui sont données, qui sont auto-promues en quelque sorte dans une période par les gens dirigeants d'une période, pourquoi les reprendre après comme si elles étaient la vérité? C'est absurde. Hein, je veux dire, de même, il n'y a pas de Moyen-Âge. C'est ridicule. Le Moyen-Âge, c'est 1000 ans de liberté, plus ou moins, par rapport aux empires esclavagistes d'avant et aux empires esclavagistes d'après. Alors effectivement, comme sandwich, moyen, d'accord, mais enfin c'est plutôt, ça écrase à mon avis plutôt les définitions de temps, que ça a duré tout de même extrêmement longtemps. Vous voyez, au moins aussi longtemps, sinon plus, que l'Empire romain ou que par la suite les périodes qui ont conduit à l'âge contemporain. Donc, si vous voulez, moi je pense qu'il faut arrêter comme ça d'être servile et de subir les catégories, comme l'école subit des catégories qu'elle nous resserre, enfin, de génération en génération. Je crois qu'il y a une absence de pensée qui est caractérisée. Enfin, c'est absolument frappant, vous voyez. Et moi, de toute façon, je suis pas capable par moi-même d'avoir une influence
qui assainirait un peu en restaurant de la liberté de penser, y compris dans les systèmes éducatifs, les systèmes universitaires. Mais j'y crois pas. Je pense que ça sera à ma suite. Ça sera peut-être, j'espère, sur une petite influence que je pourrais avoir sur certaines personnes, mais j'y crois pas trop. En tout cas, ça pourrait être redécouvert par la suite comme effectivement la manifestation d'une pensée plus libre qui a pu exister à un certain moment donné et dont on pourra se servir beaucoup plus tard. Là, j'ai assez confiance dans ça. Bon, la capacité des gens de redécouvrir des choses qui ont pu être importantes, même qui ont pu être importantes en tant que symptôme d'autre chose. Même si j'ai eu strictement aucune influence sur les dirigeants qui m'ignorent totalement. Et d'ailleurs, je ne revendique absolument pas aucune influence sur la classe politique actuelle. Ça n'aurait aucun sens, si vous voulez. Donc voilà. Ça irait contre trop d'intérêts cumulés qui organisent elles-mêmes leur idéologie par cette condensation d'intérêts dans un certain sens. Quand tout le monde a intérêt évidemment à penser une chose et à ne pas penser une autre chose, alors là, à refouler une autre chose, mais évidemment c'est le refoulement qui prévaut. Vous n'y pouvez rien. L'effet de masse est absolument impossible à enrayer. C'est comme ça. Vous allez avoir une tendance à oublier certaines choses ou à les nommer de la façon qui convient, si vous voulez, aux intérêts dominants. Donc c'est tout à fait clair. C'est très simple. Mais en même temps, c'est bon de le dire, c'est bon d'arriver à s'arracher. Moi, sur ces questions-là, il m'a fallu des années, voire des décennies pour m'arracher. Toute la puissance de l'idéologie est absolument dingue. Et aujourd'hui, ça m'apparaît d'une évidence flagrante et à se démontrer à chaque pas. Et vous pouvez retrouver des preuves de ça. C'est vraiment des voiles comme ça qui sont d'une puissance, justement, d'idéalisation et de masque qui est absolument incroyable, qui est extrêmement incroyable. La guerre de Troie n'aura pas lieu, la guerre du Golfe n'a pas eu lieu, mais la guerre mondiale n'a pas eu lieu, et la guerre froide non plus. Vous voyez ? La guerre froide, c'est une pure illusion. C'est une pure illusion. La question qui se pose à partir de là, c'est l'hégémonie américano-russe. Parce qu'il y a une hégémonie américano-russe. Peut-elle continuer sur le monde qui va venir ? Alors que les Chinois prennent une place centrale en économie mondiale, que l'Inde a un développement fulgurant également du point de vue économique, que ça représente 3 milliards d'habitants, c'est-à-dire presque, je dis pas la moitié, mais en tout cas nettement plus du tiers de l'humanité entière, avec une énergie et une vitalité incroyable. Est-ce que c'est ça la question. Est-ce que le système hégémonique qui avait été installé par les Américains et les Russes, c'est-à-dire les deux groupes, on pourrait dire, brutaux, en quelque sorte, les ailes les plus brutales, soit libertaires d'un côté, soit, je sais pas quoi, vous voyez, bon, enfin, les moujiks, c'était pas des tendres, hein. Les moujiks, ils brûlaient leur maître, très facilement, hein. Quand ils se révoltaient, donc je veux dire, c'est une forme de violence, enfin, moi j'ai connu des Russes classiques, je dirais, qui en venant en France, se révélaient être des gens pas barbare, mais potentiellement, je dirais, extrêmement barbare. Déjà d'une impolitesse absolument flagrante. Et voilà, je veux dire, en fait, les Russes ont été des massacreurs. Alors, je veux absolument pas faire l'équivalence entre les nazis et les communistes, mais néanmoins, les Russes ont été d'une violence incroyable quand en Pologne, enfin, etc. On sait tout ça. Donc, si vous voulez, c'est pas détendre. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert de dire ça ? Ça sert de dire simplement, c'est que, en relayant, je dirais, la Horde d'Or, enfin, il y a d'ailleurs beaucoup de mécanismes qui ont été empruntés à la Horde d'Or, etc., enfin, aux Mongols, aux Turco-Mongols, qui n'étaient pas très nombreux, mais très violents aussi, et très puissants, très forts dans leur violence militaire. Moi, je dirais que la question est effectivement reposée. C'est-à-dire qu'ils ont beau être seulement 100 millions, ou ils ont dû avoir largué tous leurs pauvres retraités dont les roubles n'ont plus valu du jour au lendemain, avec l'écroulement du système soviétique, l'endettement en quelque sorte réel qui était caché par une économie socialiste, finalement, même à 100 millions, est-ce qu'ils ne se représentent pas suffisamment de violence potentielle pour tenir en respect une Chine d'1,5 milliard d'habitants et une Inde d'1,5 milliard d'habitants, qui sont tous les deux des peuples qui ne font pas la guerre, non plus, vous savez, qui peuvent être méchants avec tel et tel ouzbek, enfin avec tel et tel bon groupe qui leur plaît pas parce que je sais pas quoi, mais je veux dire, il y a toujours un moment donné où ça se calme. Et les uns comme les autres peuvent avoir la bombe atomique, mais à mon avis, ils ne l'utiliseront pas. Sauf si les circonstances extérieures
qui emmène effectivement des dérèglements, alors là je dirais tectoniques mondiaux, qui amènent à des nécessités, en quelque sorte, des espèces d'inéluctabilité, hein, des destinées, si vous voulez, fatales, qui entraînent dans une période de tsunami politico-économique, et qui poussent effectivement à ce moment-là dans un sens qui est incontrôlable. C'est très possible, moi je ne dis pas que c'est impossible, bien sûr, ce serait idiot de le dire, mais je dirais que les peurs actuelles n'ont pas d'objet. Des peurs futures peuvent venir sur des bases beaucoup plus réalistes à partir de déclenchements de déséquilibres qui, pour l'instant, n'ont pas lieu. Voilà. Donc, en fait, on a des peurs, mais ces peurs sont à mauvais escient. Ils portent sur des mauvais objets. La guerre froide n'avait pas existé. Il était inutile d'avoir peur. C'était absurde, même, au fond, pour qu'ils réfléchissaient un peu. Fabriquer des bunkers, etc., en pagaille aux États-Unis. Mais, en revanche, on peut se demander si le système, si vous voulez, qui permet cette stabilité ne sera pas déstabilisé lui-même par la crise écologique, par la crise démographique, etc., et par la crise économique. C'est ces trois facteurs qui peuvent devenir absolument cruciaux. Vous savez, c'est comme, je sais pas qui disait, le service secret, l'ordre mondial a une semaine d'avance, tient au fait que on a une semaine d'avance de repas à peu près garantis, vous voyez. Mais je veux dire, à partir du moment où votre compte en banque ferme, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, combien de temps vous allez bouffer? Alors, bon, pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Le système tient, il y a des structures, il y a des systèmes systémiques, et les gens, les élites n'ont pas intérêt à ce que le système s'écroule, puisqu'elles vivent dessus. Néanmoins, il y a un moment donné où il faudra commencer à pouvoir se poser cette question. Moi, je suis pas contre la peur, mais je dis, il y a des peurs, notamment les conspirationnismes, etc., qui sont toujours, en quelque sorte, c'est très étrange, dirigées vers les mauvais personnages, vers les mauvaises peurs, vers les mauvais, vous voyez, celles qui n'ont pas de sens. Comment ça se fait? Voilà, c'est la question que je me pose. Je vous laisserai sur cette question.